le 14 mai 1952, Robert Zemeckis se passionne très tôt pour le cinéma et entreprend des études à l'USC, célèbre université où il se fait rapidement remarquer pour ses bons résultats. C'est là-bas qu'il rencontre Bob Gale sans savoir que leur future collaboration va les propulser au rang de stars d'Hollywood. Le premier court-métrage universitaire de Zemeckis est finalisé en 1972 et s'intitule The Lift. Impressionnés par cet essai, ses professeurs le soutiennent pour transformer l'essai et livrer un deuxième court-métrage plus ambitieux. A Field of Honor montre un Zemeckis déjà versatile puisque niveau mise en scène, un pas a été franchi avec ce tournage en extérieur, mais également au niveau du ton adopté, plus ancré dans le réel que son premier essai. En compétition aux Oscars de 1973, A Field of Honor est consacré par l'Oscar du meilleur film étudiant, faisant de Zemeckis une personne qui attire l'attention. Et c'est d'ailleurs un ancien élève de l'USC, Steven Spielberg, qui vient de connaître 2 fois le succès avec l'adaptation du best-seller Les Dents de la Mer et son premier film avec des extraterrestres Rencontre du troisième type, qui jette son dévolu sur un scénario proposé par Zemeckis et Gale, Crazy Day. Pour son premier film en tant que producteur, Spielberg fait confiance à Zemeckis et lui offre le poste de réalisateur que ce dernier accepte avec joie et surtout avec professionnalisme. Conscient que l'aventure pourrait s'arrêter là, Zemeckis peaufine cette comédie où 3 copines font tout pour approcher leurs idoles, les Beatles, de passage une journée uniquement sur New York. Pour son premier long métrage, Zemeckis reçoit de très bonnes critiques, qui saluent le rythme et la justesse du film pour dépeindre les mœurs adolescentes de cette époque. Au niveau du public par contre, Crazy Day est boudé et le film ne rembourse pas son budget. Le scénario de 1941, écrit par ses soins, accompagné de Bob Gale et de John Milius, trouve preneur également auprès de Spielberg. Mais ce dernier s'attache tellement au script que pour lui c'est une évidence. 1941 sera son prochain film. Techniquement impeccable et jouant la carte d'un humour excessif, le film sera un échec cuisant aussi bien critique que public, le premier pour Spielberg. Ce qui n'entachera pas leur relation puisque Spielberg produira également le deuxième film de Zemeckis, la comédie mordante La Grosse Magouille avec Kurt Russell en vedette. Les projections tests s'avèrent satisfaisantes et les critiques saluent une nouvelle fois le travail conjoint de Zemeckis à la réalisation et de Bob Gale au scénario. Malheureusement, tout comme Crazy Day, La Grosse Magouille sera rejeté par le public et bien qu'il rembourse son budget, il est considéré comme un échec par la Columbia. Le tandem Zemeckis-Gale a bien une histoire en stock à proposer, celle d'un adolescent voyageant dans le temps, mais aucun studio ne se porte acquéreur. Zemeckis sera peu de temps après contacté par l'acteur Michael Douglas pour qu'il s'occupe de la mise en scène de À la poursuite du diamant vert. Très attaché à ce projet, Michael Douglas avoue avoir été époustouflé par le style Zemeckis sur Crazy Day et surtout La Grosse Magouille. Ce dernier accepte et embarque pour le Mexique afin de mettre en image ce film d'aventure matiné de comédie et dirige donc Michael Douglas mais également Kathleen Turner et Danny DeVito pour un budget confortable estimé à 10 millions de dollars. Les exécutifs s'inquiètent devant le peu de succès rencontré par ces films précédents et organisent des projections tests. Zemeckis doit modifier certaines scènes à la demande du studio et s'exécute. Le film, totalement terminé, il sort en 1984 et reçoit encore une fois de bonnes critiques. Mais à la surprise de nombreux professionnels, il est surtout un succès au box-office avec plus de 110 millions récoltés dans le monde. La chance a tourné et il est temps pour Zemeckis de se repencher sur son histoire de voyage dans le temps, surtout qu'Universal se trouve désormais très intéressé.
far are you going? About 30 years. Avec ce retour vers le futur, Bob Gale et Zemeckis savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Basé sur la fameuse méthode Amblin, Spielberg s'implique et met tout en œuvre pour que Zemeckis ait les moyens de ses ambitions. Le scénario est revu et corrigé, les designs établis, les comédiens castés et le reste appartient à l'histoire. Depuis sa sortie en 1985, Retour vers le futur s'est imposé comme le plus fier représentant de cette période Amblin. Un objet de culte auquel sera consacré de nombreux livres, revues, articles ou vidéos, affirmant tous leur amour et leur respect pour ce film sur le voyage temporel. Mais pas que, puisque Retour vers le futur est également porté sur la famille, les relations entre les personnes, l'amitié ou la prise de décision. Le tout rythmé par la musique de Alan Silvestri qui ne quittera plus Zemeckis après cette riche expérience. Well, Alan is the first person that I show the movie to. When I do my first cut of the movie, I show it to him, and he's like my creative soulmate. So he keys in on the most important aspect of the movie, which of course you were mentioning, which is the emotion. Pour un budget de presque 20 millions, soit le double d'À la poursuite du diamant vert, Retour vers le futur va rapporter plus de 380 millions dans le monde, sans compter les produits dérivés qui ne tarderont pas à déferler et qui augmenteront considérablement les recettes d'un projet initialement jugé trop risqué et trop coûteux. Pour Zemeckis et Gale, c'est le jackpot. Après les difficiles premières années, ils parviennent enfin à s'imposer et à être reconnus et par la critique et par le public. L'association Zemeckis-Spielberg porte enfin ses fruits et ce dernier, alors en plein développement d'une série titrée Histoire fantastique, confie un épisode à son protégé. La mauvaise tête convoque une partie de l'équipe de Retour vers le futur avec un Christopher Lloyd à l'aise devant la caméra d'un Zemeckis sûr de lui. L'expérience aidant, son épisode se détache sans peine au niveau qualité et reste l'un des plus mémorables avec une ambiance très horrifique qui annonce la mise en chantier par ses soins d'une autre série iconique mais on n'en est pas encore là. Steven Spielberg lui confie alors un projet dingue et jugé infaisable, un projet de film noir avec un mélange constant de prises de vue réelles et de personnages animés se partageant l'écran en symbiose. Une folie que Spielberg porte à bout de bras, négociant avec l'empire Disney ou les pontes de la Warner pour que Mickey, Bugs Bunny et bien d'autres puissent interagir dans cet univers. Une fois les contrats signés, c'est à Zemeckis de jouer, avec des centaines de techniciens, des acteurs qui donnent la réplique à du vent, et surtout Dean Cundey, le directeur photo de John Carpenter, qui doit composer des plans avec des facteurs bien précis, puisque ces derniers seront tous soumis à des ajouts de personnages animés. Plus d'un réalisateur aurait pris peur, mais Spielberg a une absolue confiance dans le talent et le professionnalisme de Zemeckis pour mener le projet à terme. Qui veut la peau de Roger Rabbit sera une étape dans l'utilisation des effets spéciaux pour surtout raconter une histoire. Car même si la presse et le public s'emballent à nouveau pour ce concept innovant, la relation pourtant virtuelle entre ce détective désabusé incarné par Bob Hoskins et ce Roger Rabbit qui doit prouver son innocence va faire tout le sel de son succès. Pour un budget de 70 millions de dollars, Roger Rabbit va rapporter la somme colossale de plus de 330 millions, inespéré pour un projet aussi risqué et un doublé heureux pour Zemeckis qui aura passé 3 années de sa vie à y croire. Il fait désormais partie de cette caste de réalisateurs dits entertainers, des créateurs de grands succès populaires, et cette popularité va lui permettre de nouer de solides relations et de mener à bien ses propres projets comme une série basée sur des comics horrifiques très en vogue aux États-Unis. En compagnie de producteurs très intéressés pour se joindre à la fête, tels Walter Hill, Richard Donner ou encore Joel Silver, Zemeckis va mettre sur pied une première saison des Contes de la Crypte, composée de 6 épisodes dont un réalisé par ses soins. Lancée en 1989, cette première saison va connaître le succès dès sa diffusion sur HBO, et l'épisode de Zemeckis écrit par Fred Dekker deviendra un must de comédie horrifique se déroulant durant la période de Noël. Véritable melting pot de talent, la série va attirer le tout Hollywood pendant 7 saisons de 89 donc à 96.
Un succès à la hauteur des moyens investis auxquels participera Zemeckis sur 2 autres épisodes mémorables. Un premier, titré Yellow, où Kirk Douglas se retrouve de nouveau dans les tranchées des Sentiers de la Gloire et doit juger son propre fils accusé de manque de courage face à l'ennemi qui aurait entraîné la mort de soldats sous son commandement. Quant au second, titré You Murderer, Zemeckis prend le pari de nous conter une histoire à base de faux-semblants avec rien de moins qu'Humphrey Bogart, ressuscité grâce au miracle de la technologie et une tonne d'idées afin de rendre crédible l'illusion. Un véritable travail de magicien qui va bien à Zemeckis et à sa série qui comptera également 2 téléfilms, Le Cavalier du Diable en 1995 et Bordello of Blood en 1996. Ce dernier projet ne date d'ailleurs pas d'hier, puisqu'il avait été proposé à John Milius dès la fin des années 70, mais le caractère horrifique du projet rebutait alors les investisseurs. Les Contes de la Crypte restent encore aujourd'hui une série culte aux multiples rediffusions, et c'est bien ce qu'espéraient Zemeckis et ses amis lors de son lancement en 89. Une année très chargée puisque Zemeckis retrouve Doc, Marty McFly et la DeLorean pour les besoins de la suite de Retour vers le futur. Le tandem se reforme avec un Bob Gale trop content de retrouver ses personnages et de leur faire vivre de nouvelles aventures. Avec une histoire plus complexe et de nombreux retournements de situation, combinés à des effets spéciaux encore une fois à la pointe et un score d'Alan Silvestri qui reprend les thèmes cultes du premier tout en les développant, cette suite va s'imposer comme un des hits de l'année 89, bien qu'elle rapporte un peu moins que son aîné. Une explication à ce phénomène, pour bien apprécier cette suite, il est préférable de bien connaître le premier film, sous peine de se retrouver perdu dans cette histoire qui va privilégier cette fois le principe des paradoxes temporels. Tourné à la suite, Retour vers le futur 3 donnera une conclusion à cette désormais trilogie, mais cette fois en mode western. Un choix de Zemeckis, trop heureux de pouvoir livrer un vibrant hommage au cinéma découvert dans sa jeunesse, celui de John Ford et Clint Eastwood. Pour son budget de 40 millions, ce troisième opus réalisera le moins bon score de la trilogie, avec plus de 200 millions de bénéfices. Zemeckis le constate, même quand il marche moins bien, c'est quand même un succès financier pour les studios, et il sait que c'est tout ce qui importe, pouvoir livrer les films qu'il veut vraiment faire, et ça avec tout le soutien technique et financier nécessaire pour concrétiser sa vision. Retour vers le futur 3 est une belle conclusion également pour les personnages iconiques et désormais cultes que sont Doc et Marty McFly. Des personnages et films qui auront mis Zemeckis sur un piédestal dont il doit éviter de tomber. Les producteurs hollywoodiens quémandent les bonnes idées, les bonnes histoires et elles font cruellement défaut, se font de plus en plus rares. C'est alors qu'un scénario écrit par David Koepp et intitulé La mort vous va si bien débarque sur leur bureau. Une sorte de réanimateur chez Chanel, une charge méchante contre un mode de vie essentiellement tourné vers les apparences ou la manière de les conserver. Un script sur l'art de créer l'illusion, de faire en sorte qu'elles deviennent réalité, que le trucage soit quotidien, admis. Il y a beaucoup à dire et à montrer sur la nécessité de rester éternellement jeune dans un environnement où sont proscrits les signes extérieurs de vieillesse. Mais pour la critique, La mort vous va si bien ne dit absolument rien, n'égratigne personne, ni les liftings répétés de certaines stars, ni les séances de torture dans les salles de sport sur des corps fatigués, et encore moins les ruses des chirurgiens plastiques pour les faire douter. Pour la critique donc, Zemeckis se contente de tourner une comédie, où ce sont les effets spéciaux qui font tout le film. C'est assurément drôle, techniquement parfait, avec un travail incroyable d'ILM sur les fameux effets. Des stars bien connues en roue libre et qui visiblement s'amusent de leur rôle à contre-emploi. Mais La mort vous va si bien déçoit aussi le public, faute d'être soutenu par une intrigue qui se tient, et rapportera seulement 58 millions aux États-Unis pour un budget de 55. Un échec qui trouvera grâce dans le reste du monde et permettra au film de tripler la mise, mais rien ne prédestinait La mort vous va si bien à un tel accueil. Zemeckis, pour se changer les idées, travaille sur le scénario des Pilleurs, futur film de Walter Hill. Son collègue des Contes de la Crypte en livrera une version très honnête, qui ne trouvera pas non plus son public, mais qui n'a pas à rougir face à certains de ses autres films. Avec les résultats obtenus par Zemeckis depuis le succès d'À la poursuite du diamant vert, on ne peut pas vraiment dire que sa carrière soit en danger, mais il sait que l'industrie et également le public ne voient en lui qu'un amuseur de masse, un bras droit de Spielberg. Mais Zemeckis a d'autres ambitions et veut que son film suivant soit un film qui compte.
un film reconnu par ses pairs et qui fera de lui non pas un suiveur, mais bel et bien un auteur. Paru en 1986, le roman Forrest Gump, écrit par Winston Groom, tape dans l'œil de Zemeckis. L'histoire relate la vie mouvementée d'un simple d'esprit originaire de l'Alabama qui se retrouve impliqué, le plus souvent involontairement, dans les principaux événements qui marquent l'histoire des États-Unis entre les années 50 et les années 80. Le scénariste Eric Roth et Zemeckis modifient des éléments du livre en mettant l'histoire d'amour au premier plan et en faisant de Forrest un personnage complètement honnête qui ne ment jamais, dénué de tout cynisme. Une histoire d'amour qui risque bien de toucher le public, mais l'aspect technique de l'entreprise rebute des réalisateurs un temps intéressés comme Terry Gilliam ou Barry Sonnenfeld. Robert Zemeckis va prendre le problème à bras-le-corps et travailler de concert avec les équipes d'ILM afin de rendre crédibles les intégrations de Tom Hanks aux images d'archives essentielles au bon fonctionnement du concept, ainsi que les nombreux effacements d'objets et membres, voire la multiplication de figurants effectués artificiellement par ordinateur. Un travail de magicien que Zemeckis s'évertue à faire depuis de nombreuses années, qui prend ici tout son sens. L'émotion qui se dégage de son film, la justesse de son casting et son histoire universelle font de Forrest Gump un produit qui satisfait fortement la Paramount, ravi de voir ses 65 millions de budget a priori bien investis. Au moment de la sortie, les critiques positives affluent, le public est charmé et Zemeckis jubile. Non seulement le film va rapporter environ 680 millions de dollars dans le monde, confirmant tous les espoirs portés sur sa singularité, mais il va consacrer Zemeckis surtout au niveau de la profession. Lors de la cérémonie des Oscars 95, Forrest Gump va récolter 6 récompenses au nez de la concurrence, dont meilleur acteur pour Tom Hanks, meilleur film face aux évadés Pulp Fiction ou encore 4 mariages et un enterrement, mais aussi l'Oscar du meilleur réalisateur pour Zemeckis, lui qui ne pouvait que fantasmer une telle récompense vu le peu de considération portée par les hautes instances sur ses précédents travaux. Avec Forrest Gump, Zemeckis passe une étape, mais ne compte pas se renier pour autant, ni se reposer sur ses lauriers. Il suit de près la fin des Contes de la Crypte, riche de 7 saisons, tout aussi réussies les unes que les autres, et lance la production de 2 téléfilms. Une belle conclusion que Zemeckis prolonge dans l'esprit avec la production de Fantôme contre Fantôme, un film fantastique avec Michael J. Fox et une porte d'entrée à Hollywood pour Peter Jackson. Si Fantôme contre Fantôme n'est pas un grand succès au moment de sa sortie, les films se déroulant en terre du milieu de Jackson relanceront l'intérêt et la curiosité pour un film habité des plus belles intentions et visuellement intéressant. Avec ses compères des Contes de la Crypte, il relance une série en 97 intitulée Expérience interdite et diffusée par HBO. Mais les 10 épisodes de cette nouvelle série ne feront pas chavirer le public et elle ne sera pas renouvelée pour une seconde saison. Pas bien grave, Zemeckis a déjà d'autres plans pour garder un pied dans ce cinéma fantastico-horrifique qu'il aime tant. Mais pour l'heure, c'est la Warner qui vient frapper à sa porte pour qu'il reprenne d'urgence en main la production de Contact, projet de SF réaliste abandonné par George Miller après des fameux différends artistiques, mais surtout un budget revu à la baisse. Ce qui ne convient pas non plus à Zemeckis, mais ce dernier est en position de force post-Forrest Gump. Le budget grimpe à 90 millions et Zemeckis revoit le scénario pour lui donner une dimension plus humaniste, en transformant un pur film de SF en quête initiatique du père, plus à même selon lui de récolter les faveurs du public. Projet compliqué, Contact, malgré la forte implication de Jodie Foster et une promotion importante orchestrée par Warner, ne sera pas le hit escompté par le studio, même s'il rapportera la coquette somme de 170 millions. En 1999, Robert Zemeckis retrouve Tom Hanks pour une nouvelle aventure inspirée de celle de Robinson Crusoe. Seul au monde est un projet difficile pour Zemeckis pour plusieurs raisons. La première vient de la difficulté à accrocher un public sur une histoire suivant un personnage unique. La deuxième vient de la quasi-absence de musique d'Alan Silvestri, faisant confiance aux éléments naturels pour composer leur propre partition et renforcer ainsi l'immersion. Enfin, et surtout, le tournage se déroule en 2 phases, séparées l'une de l'autre d'environ une année, pour permettre à Tom Hanks de changer son apparence physique en perdant plus de 20 kilos. Pendant cette pause obligatoire, Zemeckis, dans une véritable boulimie de travail, se lance dans le tournage d'apparence.
un film de fantôme saupoudré de drame conjugal mettant en vedette Michelle Pfeiffer et un Harrison Ford plus qu'inquiétant. Lettre d'amour au cinéma d'Alfred Hitchcock, Apparence bénéficie d'une partition puissante d'Alan Silvestri qui rehausse une réalisation jugée fade et trop consciencieuse. Zemeckis, un élève trop appliqué à livrer un produit formaté en toute opposition avec la mort vous va si bien, possible. D'apparence, on lui reproche un climax trop caricatural et prévisible, mais un élément du métrage retient l'attention. Une course-poursuite en voiture mélange à l'époque parfait de composition numérique et d'intégration d'acteurs où s'enchaînent des mouvements de caméra impossibles, jusque-là uniquement visibles dans des films d'animation. Apparence est un succès de plus pour Zemeckis qui rapporte 3 fois son budget conséquent de 100 millions. Le retour sur le tournage de Seul Monde permet à Zemeckis de retrouver ses équipes et de finaliser ce film positionné par le studio comme l'un des plus importants de cette année 2000. Rêvant secrètement de renouveler l'expérience heureuse de Forrest Gump, la communication insiste sur les retrouvailles du tandem Hanks-Zemeckis, mais les deux films cultivent de fortes différences stylistiques et tonales. Avec environ 430 millions de dollars au box-office pour un budget de 90 millions, Seul au monde est un grand succès, mais moindre vis-à-vis des espérances démesurées du studio. Les Oscars boudent le film à l'époque, mais le temps aidant, on constate que Seul au monde demeure l'un des films de Zemeckis que le public préfère. Touché comme jamais par cette histoire d'un homme qui doit survivre seul sur une île déserte, avec pour seul compagnon ce fameux ballon de volley-ball nommé Wilson. Lors de cette année 2000, Zemeckis a rapporté plus de 70 millions de dollars à l'industrie cinématographique, avec des choix un peu plus personnels. Seul au monde conclut une période où Zemeckis aura su s'imposer en tant qu'auteur. Une situation inespérée il y a encore quelques années pour ce réalisateur très au fait des nouvelles technologies. Et une invention pourrait, selon lui, redéfinir complètement la manière de faire des films, la performance capture. Dans le genre sélection naturelle, la révolution numérique aura eu des effets ravageurs, tandis que quantité de vieux barons s'essoufflent en tentant vainement de rattraper le train en marche, d'autres précèdent les progrès de la technologie et posent les rails pour les futures générations. Comme on l'a vu, Robert Zemeckis s'est imposé film après film comme un précurseur unique en son genre. Chez lui, le numérique n'a jamais été cantonné aux purs effets spéciaux mais s'est intégré immédiatement à sa mise en scène, et surtout n'a jamais cessé de muter dans ses œuvres les plus récentes. Pourtant, aussi abouties soient-elles, ces précédentes expérimentations n'étaient qu'un avant-goût de la révolution fracassante qu'il risque de lancer avec le Pôle Express. Parce que l'objectif de Zemeckis est ailleurs. Le Pôle Express n'est pas qu'une avancée technologique mais aussi un projet unique de mise en scène, une approche de la réalisation inédite qui balaye toutes les structures instaurées depuis la création du cinéma. Avec le Pôle Express, la révolution est en marche. Pas de repérage, de storyboard ou même d'animatique, mais une armée de designers chargés de créer le visuel du film au fur et à mesure que Zemeckis aligne les pages de scénario de ce conte de Noël. Une fois le script et les décors approuvés, l'équipe d'Imageworks entre en scène avec pour mission la construction de chaque plateau en images de synthèse. Parallèlement, les personnages sont modélisés à partir des comédiens choisis par Zemeckis. Maquillés et costumés, ces derniers sont photographiés et scannés sous toutes les coutures en haute résolution. Un progrès d'autant plus impressionnant que 150 capteurs de mouvement sont placés sur le visage de chaque acteur afin de capturer les mouvements corporels mais également faciaux. Une fois satisfait par l'interprétation de son comédien, Zemeckis peut ensuite demander au technicien de placer le personnage numérique dans le décor virtuel précédemment bâti. Et c'est à ce moment précis que le projet prend réellement son ampleur, car après avoir obtenu tous ces éléments, Zemeckis peut enfin réaliser son film comme il l'entend, en prenant le temps dont il a besoin, en effectuant autant de tests qu'il désire. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, la mise en scène est une affaire appartenant exclusivement à l'étape de la post-production. Pour la profession et le public, s'il est effrayant d'imaginer ce que pourrait générer une telle technologie, il est plus qu'enthousiasmant de songer à ce que des metteurs en scène ambitieux et rigoureux pourraient obtenir avec une telle approche de la création cinématographique, qui parvient à mêler la maîtrise absolue de la réalisation avec un tournage démuni de toute lourdeur technologique superflue. En tout cas, avec le Pôle Express, le film de Zemeckis donne le temps de quelques séquences, un avant-goût très prometteur des incroyables possibilités de cette nouvelle méthode.
Pour un budget de 165 millions, le Pôle Express va rapporter plus de 306 millions en pleine période des fêtes. L'essai est confirmé et Zemeckis va creuser encore plus la chose avec son prochain projet, l'adaptation du conte scandinave La légende de Beowulf. Au moment de sa sortie, beaucoup parlent de La légende de Beowulf comme d'une œuvre d'animation pour adultes, en insistant sur la rareté de ce genre de production. Pourtant, la vision du film démontre clairement que Zemeckis ne fait rien pour aborder le matériau sous cet angle, préférant au contraire utiliser son nouvel outil pour servir sa vision spécifique du mythe, et même dépasser quelques contraintes gênantes comme le PG-13 imposé par le studio pour l'exploitation sale. Effectivement, en réalisant une version presque psychanalytique du poème et en mettant Beowulf au centre d'un énorme engrenage familial malsain, Zemeckis opte pour une approche crue et chargée de symbolisme. Pour la presse et le public, la légende de Beowulf relève d'un triple exploit. Il s'agit à la fois d'une vision du mythe quasi définitive, du meilleur film de Zemeckis depuis longtemps, et d'un champ d'expérimentation tirant parti des multiples possibilités de la performance capture. Une œuvre radicale qui retrouve naturellement l'essence d'un cinéma barbare et flamboyant, inspiré de l'œuvre de Frank Frazetta. Si le film se vendra correctement sur support physique, bien aidé par sa version Director's Cut plus conforme à la vision initiale de Zemeckis du sujet, son exploitation sale sera bien en dessous des espérances récoltant moins de 200 millions, pour un budget qui s'élevait à près de 150. Ce qui permet à Zemeckis de survivre financièrement, c'est sa société Dark Castle créée avec Joel Silver, une société de production spécialisée dans le fantastic horror, avec création de films budgétés à destination du cinéma. Depuis 1999, la firme enchaîne les succès avec des titres plus ou moins réussis selon les goûts. Que ce soit les fondateurs La Maison de l'Horreur, 13 fantômes et autres vaisseaux de l'angoisse, Dark Castle a rencontré plusieurs fois le succès durant les années 2000 et des titres comme Gothica de Mathieu Kassovitz ou le remake de La Maison de Cire ont su trouver leur public et permettent à Zemeckis de mener à bien ses projets même si les grands studios continuent à le soutenir. Des studios comme Disney qui financent à hauteur de 200 millions Le Dernier Noël de Scrooge, nouvelle adaptation du conte de Charles Dickens. Un troisième essai virtuose de Zemeckis avec la technique de performance capture, mélange stylistique entre le Pôle Express et la légende de Beowulf, Scrooge surprend le public par sa noirceur et l'interprétation habitée d'un Jim Carrey qui se laisse aller à toutes les excentricités de jeu, surtout que comme sur les deux précédents films, les comédiens incarnent plusieurs personnages, la technologie se chargeant de changer leur apparence. Jugé trop sombre, au moment de sa sortie, Le Dernier Noël de Scrooge va tout de même obtenir de bons résultats au box-office avec plus de 320 millions récoltés. Des bons chiffres mais jugés insuffisants vu les sommes investies. Avec ces trois films en performance capture, auxquels il faut ajouter Monster House, un projet Dark Castle confié à l'un de ses élèves, qu'il promet de reprendre en main en cas de défection de l'apprenti, Robert Zemeckis s'est imposé en tant que pionnier, une porte ouverte à une nouvelle manière de raconter une histoire pour des réalisateurs visionnaires tels que James Cameron ou Steven Spielberg, qui sauront en tirer le meilleur parti dès cette fin des années 2000, avec des titres comme Avatar ou Tintin. It's always been a technical art form, and it's always been a combination of art and technology. And so I think that to embrace it and to use it as a tool to present, like I said, stories that are cinematic and present that spectacle is something that both Stephen and I actually embrace and enjoy doing. Souhaitant renouer avec son public plus terre-à-terre, celui qui l'avait encensé pour Forrest Gump ou Seul au monde, Zemeckis s'embarque pour un projet bien plus modeste sur le papier avec Flight, drame humain sur un pilote alcoolique ayant évité une catastrophe aérienne de justesse. Le film, budgété à une trentaine de millions de dollars avec Denzel Washington en vedette, va trouver son public avec pas moins de 160 millions de recettes. Une belle performance pour un film sur la rédemption qui n'annonce en rien la débâcle à venir. Avec la vision de Zemeckis et un budget confortable de 35 millions, le projet The Walk a tout pour être un succès avec cette histoire vraie d'un trapéziste tentant l'impossible.
Usant de la plongée et des effets spéciaux pour nous faire ressentir le vertige, le film est époustouflant dans ses choix de mise en scène, mais sort dans l'indifférence la plus totale. 10 millions sur le sol américain pour une soixantaine récoltés dans le monde. Déçu de la réception plus que froide d'un film qu'il considère être un de ses meilleurs travaux, Zemeckis s'embarque sur un nouveau projet en compagnie de Brad Pitt et Marion Cotillard. Allié est l'occasion pour Zemeckis de diriger un film se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Histoire basée sur les faux-semblants, Allié, malgré ses qualités mais surtout ses défauts, est de nouveau une débâcle ne rapportant même pas la moitié de son budget à plus de 80 millions. Film pourtant très fréquentable, le rejet de The Walk et d'Allié met à mal la position de Zemeckis, désormais considéré comme un ancien, qui aurait trop tendance à se reposer sur ses lauriers après tant d'années passées à faire évoluer le média. Hommage à l'âge d'or d'Hollywood, Zemeckis tourne la page Allié pour un projet qu'il traîne dans ses cartons et qui pourrait de nouveau lui attirer les faveurs du public. Derrière ces prouesses graphiques inouïes au vu d'un budget limité à moins de 40 millions de dollars, Bienvenue à Marwen résonne de façon très intime, tant il s'efforce de synthétiser scène après scène la carrière de Zemeckis. Il y a évidemment du Forrest Gump dans ce portrait d'inadapté qui aspire à s'affranchir de ses traumatismes et finira par inspirer son entourage. L'isolement, à la fois oppressant et libérateur de Solomonde, imprègne la trajectoire d'un personnage qui, dialoguant avec ses poupées, rappelle les échanges entre Tom Hanks et son ballon Wilson. Quant à ses allées et venues au magasin de miniatures, il renvoie aux préparatifs minutieux de The Walk. La sorcière semble tout droit sortie de La mort vous va si bien et symbolise une addiction déjà dépeinte dans Flight. On peut noter également un contexte guerrier qui évoque celui d'Allié. Les interactions entre personnages réels et imaginaires sont dignes de Roger Rabbit, et l'utilisation de la performance capture est un juste retour aux sources pour un Zemeckis qui a plus que contribué à inventer et faire évoluer ce médium. Un émouvant clin d'œil à Retour vers le futur enfonce le clou, mais cette adaptation d'une tragique histoire vraie n'est pas qu'un best-of déguisé, mais un vrai film avec ses propres thématiques, et dont se dégage une humanité terriblement sincère et poignante. Bienvenue à Marwen représente-t-il le retour de Zemeckis dans le cœur du public et d'une critique qu'il a progressivement abandonnée? Pas du tout, bien au contraire. Bienvenue à Marwen étant l'échec le plus important de toute la carrière de Zemeckis, avec moins de 13 millions récoltés dans le monde, soit un tiers de son budget. Impensable il y a quelques années, Zemeckis est un nom qui ne fait plus déplacer les foules et peine à retrouver le succès dans une industrie qui leur a fortement contribué à faire évoluer. Un temps attribué à Guillermo del Toro, le remake des Sorcières échoue finalement à Robert Zemeckis. Sacrée sorcière se positionnera comme une comédie fantastique plus accessible et moins sombre que son modèle. Avec son budget estimé aux alentours des 100 millions, Warner souhaite positionner le film sur la période d'Halloween et commence à teaser les premières images, mais la pandémie de Covid et la fermeture des salles condamnent le film après 4 reports à se retrouver distribué sur la plateforme de streaming HBO Max. Ne pouvant rentrer dans ses frais, Sacrée sorcière laissera un goût amer à Robert Zemeckis, qui ne peut que constater ce nouvel échec, d'autant que le public boudera cette proposition jugée bruyante et impersonnelle. Un constat similaire pour son retour chez Disney avec son adaptation de Pinocchio, qui marque aussi les retrouvailles avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto. Une version live fidèle au dessin animé d'origine qui prouve une nouvelle fois la maîtrise de Zemeckis avec l'outil numérique. Un sens du spectacle qui rappelle les grandes heures de sa période performance capture et où l'on retrouve bel et bien le côté entertainer de Zemeckis tout en livrant une réflexion sur la création via de belles scènes plus intimistes. Destiné à la plateforme Disney+, après l'échec du Dumbo de Tim Burton au cinéma, le Pinocchio de Robert Zemeckis va se faire massacrer par la critique et totalement ignoré par le grand public. Plus de 150 millions de dollars de budget pour des pertes estimées à environ 120. Une catastrophe qui mettra un frein, voire un arrêt définitif à certaines adaptations en projet, et une deuxième rupture avec Disney après l'échec du dernier Noël de Scrooge. Se passionnant pour une nouvelle technologie appelée Metaphysics Live, basée sur l'intelligence artificielle et permettant de rajeunir les acteurs en temps réel, Robert Zemeckis réunit son duo de Forrest Gump pour le projet Ear. Un film budgété à seulement 50 millions et qui nous raconte l'histoire de plusieurs familles à travers le temps, montrée depuis un unique point de vue, situé principalement dans le salon d'une maison.
Un retour à l'émotion bienvenue pour une nouvelle proposition visuelle de Zemeckis qui délaisse du coup avec Here le grand spectacle de ses dernières œuvres pour se concentrer sur la narration. Et encore une fois, le nouveau Zemeckis sera boudé avec seulement une quinzaine de millions rapportés dans le monde et des critiques très mitigées reconnaissant le résultat de cette nouvelle technologie trop approximatif et l'exercice finalement plutôt vain. Avec ses nombreuses réalisations et productions, succès et insuccès, il est évident que Robert Zemeckis a su s'imposer dans le paysage hollywoodien. Des débuts difficiles à sa période culte en compagnie de Spielberg, des Oscars aux expérimentations novatrices, Robert Zemeckis est le genre de réalisateur qui, malgré ses échecs, sera toujours en position de livrer de nouveaux projets, intimistes ou à grand spectacle, puisqu'il est avant tout synonyme de rigueur et de professionnalisme pour les grands studios. Une position de force dont ils sont peu à profiter en terre hollywoodienne. Et ce statut, Zemeckis le doit à lui-même, mais également à ses fidèles, le compositeur Alan Silvestri, Spielberg bien sûr, et sans oublier Bob Gale. Son camarade d'études qui conserve précieusement la licence Retour vers le futur, et veille au grain afin que ce monument du cinéma populaire ne soit pas entaché par des projets uniquement mercantiles et sans âme. Parce que oui, la tentation d'un Retour vers le futur 4 est grande et serait synonyme de succès évident pour Zemeckis qui n'en a pas rencontré depuis Flight sorti en 2012. Mais Robert Zemeckis, nous l'avons vu, n'est pas du genre à regarder dans le rétro et à se reposer sur ses lauriers. Au contraire, il sera toujours force de proposition et chaque nouveau projet peut également être une nouvelle étape dans la manière de concevoir le cinéma ou juste une proposition qui lui tiendra à cœur quel que soit le style ou l'époque. Parce qu'avec le cinéma de Zemeckis, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Bon, attention les gars, c'est un riff de blues en si. Pour les changements, vous me regardez et vous essayez de me suivre, d'accord ?